Ian Zilberstein, je suis très heureux de vous voir ce soir, parce que, comme vous le savez, comme je l'ai écrit, j'ai beaucoup aimé votre livre. Pour les gens qui nous regardent sur cette interview, le mieux c'est d'abord de commencer peut-être par vous présenter, de nous dire qui vous êtes, parce que les gens ne vous connaissent pas forcément. Oui, eh bien, je suis... aujourd'hui, je suis psychanalyste, je travaille encore, mais c'est un second métier. J'ai été jeune, d'abord vendeuse, pendant 10 ans, comme d'ailleurs on le verra un peu dans le livre. Et c'est plus tard, sur la trentaine, que j'ai fait, que j'ai passé une équivalence du bac, que j'ai fait mes études de psycho, que je suis devenue psychologue, psychanalyste après, voilà. Vous avez toujours travaillé en libéral, comme on dit, ou bien vous avez eu des activités plus, enfin, je ne sais pas, dans des institutions, dans des choses. Vous parliez, je crois, à un moment de psychodrame, donc vous faites un groupe de psychodrame. C'est ça. Alors, je suis aussi psychodramatiste. D'accord. Je fais du psychodrame depuis des années. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, du psychodrame psychanalytique en groupe. De groupe. En groupe. En groupe. Oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez en groupe alors, le psychodrame de groupe, c'est le psychodrame que faisait Didier Anzieux, oui. Psychodrame de formation, on va rentrer dans les détails techniques. Non, bien sûr. Et le psychodrame en groupe est un psychodrame thérapeutique, oui. mais aussi formatif. En fait, actuellement, je fais des groupes, je fais un grand groupe, un long groupe de psychodrame. D'adultes, pas d'adolescents ni d'enfants. Non, d'adultes. D'adultes. Adultes, voilà. Et donc vous aviez été formé au psychodrame dans quel cadre alors? J'ai été formée essentiellement par Paul Lemoine. Ah, vous avez été oui. Formé par les Lemoine alors. Voilà, par les Lemoine, oui, et surtout par Paul Lemoine. Et surtout par Paul. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Alors sinon, pour revenir à votre autre question, j'ai travaillé un peu dans les institutions, notamment dans des CMPP. J'ai commencé par être, quand j'étais jeune, psychologue, thérapeute, j'ai travaillé en CMPP avec les enfants, mais très vite j'ai eu envie de travailler avec les adultes, parce que ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est d'être à l'écoute de l'enfant dans l'adulte. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et en tant que psychanalyste, psychothérapeute, psychodramatiste, c'est de voir l'enfant dans l'adulte, d'entendre la souffrance de l'enfant. Voilà, très vite je me suis orientée vers l'adulte, j'ai travaillé un peu dans des institutions sociales surtout, à la sauvegarde de l'adolescence entre autres, pendant 20 ans, j'ai été chargée de cours à l'université pendant assez longtemps, et j'ai fait aussi des groupes de psychodrame, mais des groupes de formation, sur l'écoute clinique, l'approche de la mort. C'est étonnant que vous n'ayez pas eu envie de, justement, j'entends bien votre intérêt pour l'enfant dans l'adulte, mais oui. Pourquoi, et c'est le cas de beaucoup d'analystes d'ailleurs, pourquoi l'enfant vous a paru moins intéressant, peut-être, alors que votre expérience d'enfant oui. a été quand même si importante dans votre vie? Oui, c'est vrai, vous avez raison de poser cette question, mais quand j'ai commencé à travailler avec les enfants, je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup aux parents et beaucoup au groupe familial. C'est pour ça que j'ai fait du groupe de formation, du groupe en psychodrame. Je m'intéressais au groupe familial et aux parents. Et l'enfant aussi là-dedans, mais l'enfant tout seul, ça me semblait pas une approche suffisamment complète pour moi. Voilà. D'ailleurs, les Lemoine étaient, autant que je sache, tournés vers le psychodrame adulte, pas sur les enfants. Absolument, oui, c'est ça.
Je me suis rendu compte, vous savez, on est chaque prix, chaque parcours de prix, on s'aperçoit a posteriori qu'il y avait eu quelque chose qui était la ligne un peu directrice, puisque ce sont les livres qui sont parus dans l'année, donc très souvent ça dénote, ça témoigne d'une ambiance de quelque chose qui est une tendance de l'année. Donc il y a eu des années, l'année dernière c'était beaucoup sur le djihadisme, sur l'adolescence, qui était une question soulevée. Cette année j'ai un peu le sentiment, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais au fond la vraie question qui se travaille cette année, c'est la transmission. Et au fond, je trouve que, si je ne me trompe pas quand même, que c'est une question que vous traversez, dont vous témoignez. Au fond, j'ai envie de vous demander déjà de dire, pour ceux qui n'ont pas encore lu votre livre, de nous raconter non pas la totalité de votre histoire, parce qu'au fond c'est votre histoire, malgré tout. Chacun le comprendra très rapidement, mais au fond, peut-être nous dire déjà quelques éléments de cette histoire et peut-être nous apporter votre réflexion sur la question de la transmission. Oui, mon histoire. C'est une histoire qui m'a longtemps fait souffrir, mais très vite, j'ai réussi à prendre un certain recul, sinon un certain contrôle sur cette histoire. C'est quoi cette histoire? J'étais une petite fille juive, puisque je suis née en 1938, petite fille juive persécutée par les nazis. Je ne suis pas née à une bonne période. Personne ne souhaitait ma naissance, d'ailleurs, ni mes parents, ni le monde. Bon, en 1938, c'était pas une très bonne période pour ça. Je vais avoir une enfance très mouvementée, avec, je ne dis pas plus, les gens découvriront dans le livre, un père qui va disparaître lorsque j'ai 1 an, dont je n'entendrai plus parler. Et je suis donc née à Elbeuf par hasard. Mes parents venaient de Pologne. Et je vais très vite, ayant une mère très jeune, j'ai une sœur qui a 13 mois de plus que moi. Nous allons vivre à Paris avec mes grands-parents et ma mère, mais surtout mes grands-parents qui sont occupés de moi. C'était difficile. J'ai des souvenirs de l'angoisse que vivaient les adultes, de cette ambiance de peur. Très tôt, je crois que mes premiers souvenirs, j'ai 3 ans et demi, 4 ans, je sais que c'est grave et que je suis en danger, je le sais. Il y a un soir, nous sommes à Paris, toujours dans l'appartement de mes grands-parents, et un homme vient et frappe à la porte très fort. Moi j'avais peur depuis autant que je me souvienne, j'avais peur des hommes en uniforme, je les appelais des méchants messieurs, j'avais dû entendre des choses bien sûr, et les méchants messieurs qui veulent me tuer parce que je suis une petite fille juive. Donc il frappe à la porte, un méchant monsieur qui arrive, qui crie très fort, j'ai peur, je pense que il va me tuer, ou qu'il va tuer ma grand-mère qui est malade, qui est au lit, j'ai très peur. Finalement il crie très fort, il nous dit de partir, nous partons dans la nuit, et je m'en souviens très bien. Je me revois ma mère, ma tante qui était là aussi, faire une petite valise, et nous partons dans la nuit, et c'était la nuit du 15 juillet 1942. Cet homme nous a sauvés, puisque le 16 juillet il y avait la rafle du Veldiv. C'est un gendarme, le fils du boulanger de la rue du Château d'Eau, qui certainement avec de la sympathie pour mes grands-parents.
Voilà, donc à partir de là, on a erré, on a parti en zone libre, on est arrivé à Nice, et on va vivre ensuite presque un an à Saint-Gervais dans les montagnes. J'ai des souvenirs que je raconte, bien sûr dans le livre, pas tous ces racontés là. Voilà, des souvenirs à Nice très précis, et à Saint-Gervais. Donc je vais être à Saint-Gervais en zone libre, donc dans le sud de la France, de 4 ans et demi à 5 ans et demi. À 5 ans et demi, lorsque j'ai 5 ans et demi et ma soeur 6 ans et demi, mon grand-père trouve que c'est dangereux, les Allemands ont remplacé les Italiens en zone libre, donc ça devient dangereux. Il nous envoie en Suisse, enfin il nous envoie. Il paye un passeur et ma mère, ma soeur et moi, nous tentons de traverser la frontière pour arriver en Suisse. Bon, je vous raconte ça en détail dans le livre. Finalement, nous aurions pu être pris par les nazis à la frontière, nous aurions pu être vendus par le passeur, parce que certains faisaient ça, dénonçaient les groupes qu'ils étaient censés sauver, ou la Suisse aurait pu nous refuser. Bon, on a eu de la chance, on est arrivé en Suisse, et pour mon plus grand bonheur, j'ai vécu 2 ans et demi en Suisse, pendant la guerre, où j'étais en paix, et j'ai fait 4 familles en 2 ans et demi, que de très bonnes familles, parce que j'étais séparée de ma mère et de ma sœur. Certains penseraient que, oh, la pauvre petite, elle était séparée de sa mère, mais une mère qui était déjà pas très affectueuse, et j'étais bien toute seule dans ces familles, j'étais aimée, j'étais appréciée, j'étais gâtée, et certainement que ça m'a aidée plus tard, puisque après avoir donc été persécutée par les nazis, bon, la fin de la guerre arrive. En 1945, nous rentrons à Paris et on arrive à l'hôtel Lutetia. Là aussi, je raconte dans le livre comment s'est fait le retour et les retrouvailles avec ma mère, et mes tantes, ce qui restait ou pas de la famille, certains étant partis, bien sûr, dans les camps de la mort. Et je vais être ensuite maltraitée au sein de ma propre famille. Ma mère a retrouvé, elle était rentrée plus tôt que nous, que ma sœur et moi, elle a retrouvé son amant d'avant la guerre. Je connais toujours, enfin, plus entendu parler de mon père. Et je vais être maltraitée par cet homme qui va très vite devenir mon beau-père, puisque ma mère se marie. Dès que nous rentrons de Suisse, nous n'avons pas été invités au mariage, au restaurant. Et donc, je vais être maltraitée par cet homme et par ma mère. Très vite, voilà, je suis battue, je sais pas ce que je fais comme bêtise pour ça, mais je me rends compte très vite que je pose trop de questions. Moi, j'avais envie de comprendre ce qui s'était passé, puis où était mon père, et puis quoi, ce qui était arrivé. Et ça déplaisait beaucoup à ma mère et à mon beau-père. Et puis, j'avais pas toujours envie d'aider ma mère, j'avais envie de lire. Eh bien non, il fallait pas. Donc, ma mère criait, mon beau-père venait me frapper, il me frappait très fort. Et ma mère me rejetait. C'était une ambiance très difficile. Mais j'avais comme appui le souvenir de ces familles suisses. J'étais pas tout à fait consciente de ça, mais je le savais. En tout cas, ce dont j'étais consciente, c'était une colère qui montait en moi, parce que je trouvais tout à fait injuste que je sois maltraitée comme ça. On me traitait de feignasse, de sale Joseph, je ne savais pas ce que c'était, ma mère me traitait de sale Joseph, comme ça. Et me donnait 2 gifles tous les jours, elle me battait, elle me giflait, mais très fort, et mon beau-père me tapait, me donnait des coups, me battait. Moi, je trouvais ça injuste. Je ne voyais pas pourquoi. J'étais battue comme ça, je ne faisais pas de grandes bêtises.
Et j'ai commencé à les juger, à les critiquer, à trouver qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, que c'était pas juste. Et puis je me suis appuyée sur ce sentiment très fort qui montait en moi, cette colère, mais c'est une colère persistante que je vais ensuite nommer dans mon livre La haine salvatrice. C'est vrai que j'ai commencé à les haïr. Et je me suis rendu compte que cette haine me permettait d'être forte, de prendre de la distance avec eux. Je ne voulais pas leur ressembler, je trouvais qu'ils étaient méchants et des mous d'enfants, et injustes, et ils ne m'appréciaient pas assez. Et cette haine m'a vraiment permis de refuser la place d'enfant coupable dans laquelle il voulait me mettre. Moi j'étais le bouc émissaire, il trouvait que c'était de ma faute, tout ce qui se passait, leur dispute entre eux, tout. Et moi je savais que ben non, c'était pas de ma faute. Et cette haine m'a vraiment permis de refuser la place d'enfant victime. Voilà, m'a vraiment aidée. On y reviendra peut-être, mais au fond, même en vous entendant comme ça, résumer très rapidement le récit dont le livre est fait, j'ai parfois eu quelques cheveux qui se sont dressés sur les restes, mais quelques cheveux restants se sont un peu dressés sur ma tête, parce qu'au fond, à la fois on peut dire que vous avez eu beaucoup de malchance, tombé à la fois, comme vous dites, d'être en 38 juive, c'est pas vraiment le bon moment, si j'ose dire. Non. Et en plus, un père que finalement vous ne connaîtrez pas, enfin plein d'événements sur lesquels on reviendra rapidement tout à l'heure. Mais d'un autre côté, on peut dire que vous avez eu énormément de chance, parce que dans cette double peine, si j'ose dire, à la fois de naître à un moment de l'histoire et de naître dans une famille où vous n'êtes pas aimé, en tout cas on peut le dire comme ça. Hein. Ouais. C'est d'ailleurs une des choses qui paraît toujours un peu étonnante, l'idée comme ça que les mères sont supposées toujours aimer leurs enfants, ce qui est une absurdité. Enfin, je veux dire, il y a des mères qui aiment leurs enfants, j'espère que c'est la majorité, mais il y en a beaucoup qui ne les aiment pas forcément, en tout cas, sûrement pas tout le temps en tout cas. Donc double peine, si j'ose dire, mais à la fois vous échappez d'une manière quasiment miraculeuse à plusieurs reprises à la mort, quoi, il faut dire les choses très clairement. Et donc à la fois il y a ce double parcours, au fond, à la fois beaucoup enfin double peine comme je dis, et puis à la fois une chance incroyable quelquefois qui vous sauve la mise et qui, en dehors même de votre volonté de vous en sortir, parce qu'on voit bien que quand même derrière il y a une volonté farouche qui naît de l'affrontement à toutes ces difficultés, et qui fait que vous vous en sortez. Mais je reviens sur ma question de départ, c'est-à-dire au fond, cette question de la transmission. Parce qu'au fond, il y a eu, et c'est heureux, beaucoup de témoignages, souvent de très grande qualité, sur les camps, même si on sait à quel point il a été souvent dit que justement ceux qui avaient vécu ces moments terribles n'en avaient pas témoigné ou n'avaient pas réussi à en témoigner. Au fond, même si je n'arrive pas à en définir, et c'est bien pour ça que je vous interroge, ce qui fait que la tonalité de votre livre est différente, j'aimerais bien savoir comment vous avez pensé l'idée de la transmission, qu'est-ce que vous avez voulu et quelles difficultés vous avez surmontées pour ça, comment vous imaginez, parce qu'au fond, moi la question que je me pose toujours, et en dehors de ces événements tragiques, transmettre, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il faut transmettre à ses enfants, ou en tout cas consciemment, parce qu'on transmet des tas de choses de manière inconsciente, hein. Mais consciemment vouloir transmettre à ses enfants, ou à une génération plus jeune, c'est essayer de dire l'atmosphère,
quelque chose de sensible sur une époque, sur la manière dont on pense, quelque chose d'extrêmement complexe. Et finalement, je ne crois pas qu'on y arrive très souvent. Votre livre fait un peu exception. Alors, j'aimerais bien que vous nous en donniez un petit peu la solution ou votre solution. Transmettre, j'ai pensé d'abord transmettre à mes filles, j'ai 2 filles, à mes filles et mes 4 petites filles, je voulais leur transmettre une histoire pacifiée, parce que elles ont par moi, à travers moi, une histoire très douloureuse, très difficile, la persécution nazie. Moi, j'aime pas le mot Shoah, je l'utilise pas. Moi, j'utilise la persécution nazie. Dans cette histoire très, très complexe, parce que je n'ai pas tout dit, il y a eu les coups, il y a eu l'inceste, bon, très difficile, puis la disparition de mon père. J'ai voulu déjà que, voilà, je pensais que le fait d'écrire, c'était pour elle un apaisement, de mettre en ordre une histoire très lourde, très complexe, très dramatique, très traumatique pour moi et pour elle aussi, mes filles notamment, parce que bien sûr on sait que le traumatisme descend comme ça dans les générations, surtout la génération d'après. J'ai voulu leur transmettre donc une histoire pacifiée, j'ai aussi voulu leur transmettre, elles le savent, mais quelque chose où je vais le dire sans fausse modestie, de ma force. Et justement, comment est-ce qu'elles ont, elles vous ont répondu à cet écrit, enfin. Elles m'ont dit qu'elles étaient fières de moi, qu'elles étaient heureuses que j'ai écrit ce livre. Mes petites filles étant moins touchées par tous ces traumatismes de mon histoire et de la persécution nazie et de mon histoire personnelle, ont pu apprécier plus sereinement tout ça. J'ai voulu leur montrer qu'il y avait de l'espoir, parce que je tenais à le mettre dans mon livre, ça aussi, à le transmettre pour mes filles, mes petites filles, mes sœurs aussi, et puis les lecteurs, et puis tout le monde, transmettre que, voilà, il y a toujours de l'espoir. Moi, je me suis jamais découragée, enfin, très ponctuellement, mais je traversais des moments difficiles, mais j'ai toujours gardé l'espoir. J'avais toujours envie que ça aille mieux, que je puisse évoluer, que je puisse grandir, que je puisse m'améliorer, que je puisse lutter, me défendre. Et j'ai voulu transmettre ça, l'espoir, la force, et surtout transmettre l'importance du désir. Quand on a un désir très fort, peut-être pour ça que je suis devenue psychanalyste, je ne sais pas, mais entre autres, mais que alors on y arrive. Il faut, c'est vraiment avoir un désir très fort. C'est ça que j'ai voulu transmettre aussi. Et puis, je voulais transmettre, c'est périlleux ça, transmettre ce qui m'a aidé, ce qui m'a sauvé, c'est ce sentiment de haine à l'égard des parents maltraitants. Je voulais transmettre ça. C'est périlleux parce que c'est risqué. Comment on va entendre ça, la haine Je suis très contente que souvent, quand on m'interroge ou qu'il y a des signatures de conférences, d'autres, il y a des réactions très différentes. Mais de dire qu'on peut s'en sortir, même si on a une vie difficile. Vous dites, j'ai eu de la chance et de la malchance. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. Bon, la chance, c'est vrai, pour rester en vie. Mais après,
ma capacité de juger, de critiquer les parents maltraitants, de les haïr pour me sauver, pour garder le sentiment, l'estime de moi, tout ça, je ne sais pas si c'est une chance, ça je l'ai fait. Je voulais montrer ça, combien ça je l'ai construit. Et je voulais transmettre ça à mes filles. J'aurais transmis tout au long de ma vie, bien sûr, et de mes petites filles aussi, mais voilà, leur transmettre ça, cette force. Alors, c'est périlleux parce que être dans la haine, quand même, la haine, c'est la mauvaise presse. Alors, transmettre la haine, alors j'explique chaque fois qu'il s'agit de la haine qui sauve l'enfant pour se protéger de la haine destructrice des parents. Mais bon, accoler ce mot haine à soi. Mais bon, j'aime les défis. et ça m'a aidé. Et je voulais transmettre ça et aussi à mes patients. En analyse, en psychodrame. Voilà, aux étudiants que j'ai eus. Voilà. C'est une chose qui est... parce que il y a la question de la transmission et il y a la question du trauma. J'ai envie de dire, elles sont aussi difficiles l'une que l'autre. Pour un analyste, la question du trauma est une question extrêmement compliquée, et notamment avec ce que représentent les idées obsédantes, les souvenirs qui reviennent de manière comme ça, dont on a l'impression que rien ne peut finalement soigner. Et on est un peu stupéfait quand on voit comment telle ou telle personne, patient ou pas d'ailleurs, peut raconter telle histoire qui paraît presque anodine en comparaison du nombre de difficultés, de violences auxquelles vous avez été confrontés. Il y a une sorte d'écart important, et à la fois, bon, c'est vrai que le terme de résilience est très à la mode, mais au fond, il y a quand même une vraie question autour de la question du trauma, et comment est-ce que ça peut être entendu et en analyse, et comment aider le patient dans cette situation. J'ai envie de parler du travail plutôt en psychodrame. Lorsque en psychodrame, on fait jouer des scènes, on ne fait jamais jouer des scènes traumatiques. Je ne fais jamais jouer des scènes dans le trauma, mais toujours autour, pour surtout pas répéter le trauma. C'est important, peut-être c'est banal, mais enfin j'ai envie de dire, bien sûr de permettre d'en parler, de mettre des paroles. Et puis moi je suis une psychanalyste qui parle, et je mets des mots, je donne des mots si le patient n'en a pas, des mots sur des affects qu'il a vécu chez son patient, sur sa souffrance. Faire parler autour du trauma, jamais le trauma directement, parce que je sais que c'est douloureux, que ça prend du temps, il faut beaucoup de temps pour se construire. C'est pour ça que j'ai écrit aussi très tard, et parce que il faut, après avoir vécu des choses traumatiques, du temps pour construire du bon, construire sa vie, fortifier son moi. Et donc, avec les patients, c'est pareil, c'est très long. Il faut leur permettre de reconstruire des choses bonnes pour eux avant de pouvoir parler de leur traumatisme. Et mettre surtout des mots, mettre beaucoup de mots. Vous dites que vous êtes une analyste qui parle. Oui. J'ai envie de vous demander si les analystes que vous avez rencontrés ont été à la hauteur de l'écoute que vous attendiez d'eux. Non, pas tous. Le premier,
a été détestable. Je ne dirais pas de nom, si j'en aurais envie, mais bon. Le premier était vraiment n'a rien entendu de la souffrance infantile. Voilà, c'est pour ça que je disais au début, je m'intéresse à l'enfant dans l'adulte, c'est-à-dire que pour entendre, je reviens avec la question sur le trauma, pour pouvoir entendre le trauma, il faut entendre l'enfant qui parle dans l'adulte. Et mon premier analyste, il n'a rien entendu, rien du tout. Donc je suis restée 10 ans sur un divan à pleurer, dans un silence terrifiant, qui redouble la frustration des parents, le silence. Ça peut être un redoublement du traumatisme, si je Absolument, absolument. Donc c'était horrible. Donc non, il n'avait vraiment pas du tout été à la hauteur, même si c'est quelqu'un de connu. Vraiment pas. Là, je crois que j'ai appris à être analyste en voyant, là aussi, comme avec ma mère, mon beau-père, j'ai pu, pas tout de suite, mais le haïr et voir comment je voulais pas être, surtout pas être comme lui. Vous savez, j'ai reçu récemment Pascal Assoun qui racontait comment le silence de son premier analyste a redoublé le silence de sa mère. Donc on retrouve à quel point une certaine génération d'analystes a aussi eu des effets tout à fait négatifs sur un certain nombre de cures, tout à fait. Il y a un personnage important dont vous évoquez juste là, ici, mais vous en parlez évidemment plus longuement dans votre livre. Alors, il y a bien sûr un élément très positif, c'est celui de votre grand-père, bien entendu, qui a joué un rôle certainement majeur dans votre construction psychique. Oui. Mais il y a un personnage qui est plus contesté dans votre livre, et en tout cas qui donne une figure intéressante de contrepoint à votre récit, c'est celui de votre sœur. Oui. Moi, ma grande sœur, j'ai toujours une tendresse infinie pour elle. Je lui ai beaucoup parlé de mon livre, je lui ai lu des passages difficiles pour voir si elle était d'accord, surtout autour de la question incestueuse. Nous avons subi toutes les deux. Bon, alors voilà, là, il fallait être prudente. Et après, elle a adoré que j'ai écrit. Ah même, oui, elle a aimé ça. Même parce que c'était quand même énorme ce que vous sortiez, y compris sur sa vie. Mais c'est ça. Alors, elle a été soumise. Elle a adopté un comportement totalement différent du mien. Elle était soumise, elle était gentille, on l'appelait la gentille, moi on m'appelait la méchante, c'était difficile, je pleurais toutes les nuits dans mon lit, mais je pleurais parce qu'on m'appelait la méchante, mais je pleurais aussi de rage. Elle a cru qu'elle était aimée, elle n'a pas compris que c'était une séduction perverse de la part de sa mère et de son beau-père, notamment, de notre mère, sa mère, notre mère. J'ai essayé de lui parler, toute mon enfance, j'ai essayé de lui parler, de lui dire que fallait se mettre en colère contre ses parents et que c'était pas juste, et de l'amener vers moi, mais j'ai pas réussi. Elle a toujours voulu leur plaire. Et moi, j'étais contente qu'on dise que j'étais méchante. C'était très douloureux, mais j'étais contente parce que ça, je me disais, je ne suis pas obligée de les aimer. Et elle a toujours voulu être dans le désir de sa mère. Mais au fond, ce que vous dites fait penser à quel point on a besoin de comprendre, en ce qui me concerne, quand je reçois des enfants aussi, la place que chacun des éléments de la fratrie prend dans une famille.